Alors, Itinéraire Herbis, c'est un café culturel et politique. Alors, un café associatif, donc c'est sous forme d'association pour l'instant. Culturel et politique parce que bon, on organise quasiment tous les soirs des activités culturelles ou des activités politiques ou un petit peu des deux, d'une part. Et aussi parce que dans son fonctionnement, dans les choix qu'on fait, la matrice première est la question de nos convictions. J'entends par là que souvent on a tendance à dire un petit peu pour la blague qu'on est l'itinéraire bis au capitalisme. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à faire un maximum d'argent avec ce type de production, donc plutôt de faire un maximum d'argent avec les bières qu'on vous vend ou les assiettes qu'on vous vend, eh ben, on est là pour mettre en avant le système d'agriculture paysanne locale. Donc le seul en fait finalement qui est tenable en nourrissant 10 à 12 milliards d'individus d'ici 2050, je crois que c'est les projections, sans détruire les sols, sans piller les ressources naturelles, sans participer au réchauffement climatique outre mesure. Donc voilà, c'est l'agriculture qu'on met en avant dans tous nos produits, que ce soit au bar ou en restauration. Et plutôt que la décision très verticale qui est faite aujourd'hui dans l'économie conventionnelle, à travers un patron ou un conseil d'administration avec des actionnaires, ben ici c'est une propriété collective qui appartient à des centaines de personnes, à plus de 300 à 400 personnes. Celles et ceux qui ont participé à son financement au départ, et celles et ceux qui l'animent au quotidien, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Donc tout ça participe enfin tout le monde participe à définir ce qui s'y passe démocratiquement dans des commissions. Donc il y a énormément de choses qui se passent ici. Je disais tous les soirs, si vous voulez, vous avez des programmes sur les tables ou sur le comptoir. Il y a une librairie qu'on a fait en partenariat avec Terra Nova qui est au premier étage, un espace pour les enfants. Voilà, il y a plein d'activités d'éducation populaire, des concerts, des films tous les dimanches. Donc voilà, je vous invite vraiment à acheter un œil, à revenir, à discuter avec nous aussi, parce que là je le fais très rapidement, mais il y a plein d'idées qui sont sous-jacentes dans celui-là. Il y a des permanences administratives pour les sans-papiers tous les lundis. Il y a une association qui fait à manger avec eux un samedi sur deux. Bon, voilà, il y a énormément de choses qu'on essaie de faire et c'est encore amené à se développer parce qu'il y a une possibilité quasiment infinie. Donc voilà, n'hésitez pas, y compris si vous avez des idées, à venir nous voir. Et donc on est très content d'accueillir aujourd'hui ce débat sur l'écologie sociale. Il fait partie un peu, en tout cas dans nos têtes, d'un cycle qu'on a fait qui a plusieurs étapes. La semaine dernière, il y a un scientifique qui a participé au rapport du GIEC qui est venu pour nous parler justement du dernier rapport du GIEC. Là, on a Floréal qui est là aujourd'hui. La semaine prochaine, on a Geneviève Vazin qui vient nous parler de l'effondrement. On va avoir ensuite, encore dans le mois, des gens qui travaillent sur la captation du CO2. Donc on essaye, on va dire à peu près tous les angles sur la question écologique pour essayer d'interroger des certitudes, pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Et aujourd'hui, ça en fait partie. Voilà, donc merci à vous, et puis merci à toi, Florent. Et Florence aussi pour l'organisation. Merci Romain. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux et nombreux. Et donc, bon, voilà, je vais essayer de faire une présentation qui est toujours un peu délicate à faire parce que le sujet est très vaste et c'est complexe. Et donc, je ne sais jamais à qui non plus je m'adresse, je ne sais pas à quel point, peut-être pour certains et certaines, ce que je vais dire, c'est un peu bon, quelque chose qui est évident pour eux ou pour elles, mais bon, ben voilà, c'est comme ça, hein, on n'y échappe pas. Et par contre, d'autres seront déçus parce qu'il manque des informations, mais justement, l'intérêt, c'est d'aller chercher ces informations. Voilà, vous dire aussi que j'aimerais que ce ne soit pas quelque chose de, bon, je suis quelqu'un qu'on vient voir, voilà, vous convertissez en spectateur ou spectatrice, et puis que moi je vous donne la bonne parole. En fait, c'est pas ça, moi j'apporte des éléments pour qu'ensemble nous réfléchissions. Et le but ultime, en fait, c'est d'essayer de créer des groupes pour réfléchir à comment mettre en place un mouvement communaliste dans la zone piétonne du capitalisme. On a déjà des exemples au Rojava, on a des exemples au Chiapas, hein, des choses qui sont dans cette veine, même si c'est jamais pareil, mais on ne s'agit pas de faire du copier-coller, on est dans une situation bien spéciale, qui est vraiment la zone piétonne du capitalisme, et il s'agit d'en sortir. Alors comment le faire? Ben voilà, c'est tout le pari, et c'est quelque chose qui ne sortira pas d'une personne, elle sortira d'une réflexion collective à grande échelle. Et c'est pour ça que ces troisièmes rencontres internationales d'écologie sociale auront lieu à Liège. Elles auront lieu le 27, 28 et 29 septembre.
Et d'ici là, j'espère que des groupes se créeront, des groupes de réflexion se créeront, et puis ça remontera là, on remettra tout ça en commun pour être vraiment efficace dans le travail qu'on se propose. Voilà, donc ça c'était un petit préambule. Maintenant, on va passer directement à la présentation. Donc vous dire aussi que, évidemment, pour l'écologie sociale, Bookchin a toujours dit qu'une analyse insuffisante était aussi dangereuse qu'une analyse tronquée ou équivoque. Parce que ça laisse la place justement à des glissements, à des choses qui peuvent nous mener ailleurs qu'on ne le pense. Par exemple, quand on parle d'anticapitalisme, ça peut être quelque chose de... c'est tellement vague, hein, parce qu'il y a de l'extrême droite à l'extrême gauche, on peut se réclamer de l'anticapitalisme. Ben, pour vous donner l'exemple d'un anticapitalisme tronqué, eh ben, c'est celui des nazis, qui étaient contre le capitalisme. En fait, ils étaient contre les capitalistes. Les capitalistes, c'était les juifs, donc il fallait exterminer les juifs, c'est une bonne raison. Hein. Ben voilà. Donc c'est un exemple de comment ça peut dériver, quoi, ces choses qui sont mal définies. Et le capitalisme est vraiment quelque chose qui est, en général, est très mal défini. Je vous expliquerai pourquoi. C'est un aspect important. Alors voilà, est-ce qu'on constate, il y a un constat qui est partagé avec d'autres courants de l'écologie. Certainement, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, effectivement, mais pas du tout la marotte officielle du réchauffement climatique, comme étant le seul problème qui se présente à nous. C'en est un gros, évidemment, mais les systèmes pourraient y échapper, c'est complètement absurde, quoi. Voilà, ça nous amène à taxer, donc après il y a des réactions évidemment les gilets jaunes, les gens qui ont le moins de moyens ne peuvent pas, c'est complètement absurde quoi, de taxer ceux qui en ont moins. Évidemment ils ne vont pas taxer les plus riches, puisque les plus riches c'est ceux qui permettent le fonctionnement de l'État. Donc comment, ça c'est tout à fait logique, hein, je veux dire, c'est pas qu'ils se trompent, non ils ne se trompent pas. Voilà, donc on propose aussi le greenwashing avec la géo-ingénierie pour y remédier. Hein, on fait encore plus d'éoliennes pour empêcher le réchauffement climatique, comme si ça pouvait l'empêcher, quoi. En fait, ça se rajoute, hein, quoi. Donc ça peut nous amener à un écofascisme, comme un peu ce qui se passe en Chine, quoi, où on surveille les gens, on surveille leur comportement, comme avec un compteur Linky qu'on porterait tout le temps sur nous, quoi, voilà. Ça, c'est ce qui peut arriver. Hein. Donc après, on a un secteur de l'écologie politique, comme Yves Cochet, ex-ministre de l'Environnement, qui disait déjà dans Mediapart, qui disait nous sommes au bord d'un triple effondrement climatique, alimentaire, énergétique, et même, je rajouterais, économique, et donc il faut s'adapter à ça. Il faut savoir, bon, j'ai rencontré Yves Cochet, il m'a expliqué ce qu'il faisait, en fait, il fait des prévisions pour, dans 40 ans, pour voir comment ça se fait, et souvent il est payé par des entreprises pour le faire. C'est-à-dire que les entreprises cherchent elles-mêmes aussi à s'adapter, comme la SNCF qui l'a payé pour des prévisions, quoi, vous voyez. Voilà. Alors voilà, Murray Bookchin, lui, il a fait un constat depuis très longtemps. Son premier livre, Notre environnement synthétique, qui a été édité il n'y a pas longtemps, et traduit et édité dans les éditions ACL, Atelier de création libertaire, eh bien vous voyez déjà qu'en 1964, il pointait du doigt le changement climatique. Ce n'était pas le seul phénomène qu'il pointait du doigt, mais il avait déjà dit que les calottes glaciaires allaient fondre. Donc ces informations, il ne les a pas inventées. Les scientifiques l'avaient déjà vu. Seulement, ça n'a pas été mis en exergue à cette époque, parce que ça remettait en cause le fonctionnement du système. Donc voilà. Et donc là, sur l'aspect, le constat sur lequel insistait Bookchin, c'était la surexploitation, évidemment, et qui conduit à des pollutions. Déjà, il a commencé par les pollutions au niveau agricole, les pollutions dues à l'énergie nucléaire. Et ça, c'est des pollutions. Ces pollutions sont beaucoup plus graves. Enfin, sont beaucoup plus graves. Elles font partie du problème et sont aussi importantes que le réchauffement climatique, puisque les pollutions traversent la planète et toute la biosphère. On peut la trouver, la pollution par les plastiques, à 1500 mètres sous le niveau de la mer, et on peut les trouver dans la stratosphère, avec plein de satellites qui tournent comme une poubelle dans l'espace, quoi. Voilà. Et personne n'y échappe. Je veux dire que si on ne pollue pas ici parce qu'il n'y a pas d'industrie, ben plus loin,
on reçoit les vents qui nous amènent toute la pollution. Donc personne n'y échappe, c'est transversal. C'est très grave. C'est très grave parce que justement c'est toute l'eau qui est contaminée, c'est l'air qui est contaminé, et tout ça, ça communique, quoi. Et on voit tous les problèmes que ça pose au niveau de la santé, et au niveau aussi des gènes. Enfin, les gènes la génétique est modifiée à cause de ça. Donc voilà, et donc cette exploitation, cette surexploitation, et c'est dur parce que bon, il y a des besoins qui sont créés pour la consommation évidemment. Et puis donc pour pallier à ces nécessités créées de toutes pièces, eh bien il y a des nécessités qui sont infinies aussi en amont, quoi. Donc à la production. Une production effrénée de toutes les marchandises, des aliments, des énergies, des technologies, de tout, quoi. Donc le plus grave, c'est qu'il y a la destruction des milieux. Et dans l'écologie sociale, on fait toujours le parallèle entre la destruction des écosystèmes et la destruction de la société, des rapports sociaux, quoi. Je veux dire, de plus en plus, on assiste à une atomisation des individus. Donc il y a le lien, il n'y a plus de lien. J'adore d'ailleurs une maison d'édition qui s'appelle Les liens qui libèrent. Je pense toujours que les liens nous attachent, or ils nous libèrent justement. On va voir ça au fur et à mesure qu'on avance. Et donc c'est ça qui nous conduit à l'effondrement. C'est une globalité. La difficulté justement qu'on a souvent dans l'écologie ou dans les analyses, c'est que souvent un arbre cache la forêt. C'est-à-dire qu'on se centre sur un aspect des choses et on ne voit pas la globalité. L'écologie sociale, c'est justement sa grande force, c'est qu'il voit les choses dans sa globalité. Ou il essaye en tout cas. Et de plus en plus. Enfin, Bookchin s'est arrêté, il est mort en 2006. Donc nous, on doit poursuivre sa recherche et sa logique de bien voir les choses dans leur ensemble. Et donner l'importance à ce qui a de l'importance. Ça, c'est difficile, mais c'est un exercice qu'on y arrive. Voilà, donc, voilà, l'effondrement, c'est le grand truc, hein, on en parle partout, voilà, c'est l'effondrement. Ce matin, il y avait Pablo Servigne sur France Inter, je l'ai écouté en passant. Et voilà, donc la société, effectivement, on a des accointances avec la théorie, la collapsologie, la théorie de l'effondrement. Effectivement, on a mis un pied dans l'effondrement, on y est, quoi. Bon, voilà, par exemple, le phénomène des gilets jaunes, ça représente bien quelque chose. Je veux dire, il y a un effondrement économique parce que la valorisation de la valeur a du mal à se faire, et du coup, les classes sociales les plus défavorisées, eh bien, elles ne vont plus être aider, au contraire, elles vont s'écrouler en premier, parce que le rôle de l'État n'arrive plus à exécuter son rôle, enfin à accomplir son rôle. Je parlais tout à l'heure du rôle de l'État par rapport à tout ça. Alors voilà, il y a une des différences quand même. Bon, effectivement, ce qu'il disait ce matin, par exemple, il disait que justement le fait de voir qu'on risque de disparaître, que c'est la fin du monde, en fait, ça peut doper la pulsion de vie. Et ça peut doper la capacité de créativité, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition concrète pour y arriver. C'est comme si c'est comme si quelqu'un se trouve face à un arbre et on lui dit « fais donc un meuble ». On ne peut pas. Il a besoin du savoir, il a besoin de l'histoire. Il a besoin de savoir ce que les autres avant ont essayé de faire pour faire un arbre. Donc on a besoin d'une perspective, on a besoin de savoir comment va être le meuble. Voilà, ça c'est un exemple grossier, mais n'empêche qu'il y a de ça là-dedans. Je veux dire, on ne peut pas oublier. Voilà, donc il y a effectivement dans la collapsologie, il y a aussi un fait... c'est qu'on retrouve même dans tous les phénomènes sociaux, on prend mai 68 par exemple, quand les choses ne sont pas faites avec suffisamment de conscience et de propositions d'alternatives, eh bien on arrive à l'effet balancier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une angoisse qui nous mène à l'urgence, on va essayer de changer les choses spontanément, et puis finalement on se retrouve dans un vide parce qu'on ne sait plus quoi faire, et on a le vertige, et puis ça entraîne des peurs. Hein, et donc on a un repli tout d'un coup parce que dit bon, écoute, on a tellement peur et il faut demander à un sauveur qui nous sauve.
ou un parti qui va nous sauver, quelque chose qui va nous sauver, ou alors des technologies qui vont nous sauver. Donc le discours dominant, finalement, il prend racine, et on assiste à un phénomène de retour du balancier. C'est-à-dire que, voilà, ça nous mène à l'écofascisme. Parce qu'on a besoin de sécurité à quelque part. Or, justement, la différence avec l'écologie sociale, c'est que cette pulsion de vie, elle nous pousse effectivement à ce que disait Servigne, c'est-à-dire à la créativité, mais nous, on essaye de placer un horizon. L'écologie sociale a un horizon, elle a un imaginaire, elle a des propositions. C'est comme, par exemple, dans les mouvements ouvriers, à un moment, il y avait le communisme comme vision. On manque de ça. On manque d'un horizon comme on manque de récits, comme on manque de connaissance de l'histoire, de ce qui a été fait auparavant, de ce qui a été fait en bien, de ce qui a été fait en mal, pour éviter de reproduire les choses qui sont mal faites, et pour, par contre, utiliser ce qui a été bien fait. Voilà. Ça, c'est important, et ça nous donne une conviction, c'est d'avoir des outils adéquats aussi pour y arriver. C'est-à-dire qu'on a un objectif, mais quels sont les outils pour arriver à ces objectifs? Ça aussi, c'est important. Et ces outils, on les a. On les a, mais il faut les connaître, il faut les améliorer, il faut... voilà, il faut... Donc, ça nous donne une conviction, et cette conviction empêche la peur, justement. Une conviction empêche la peur, et on arrive à des attitudes tragiques, comme les Grecs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'euphorie, on n'est pas dans l'optimisme, parce que ça peut nous amener à des erreurs aussi, d'aller trop vite, mais on n'est pas non plus dans le pessimisme, il s'agit d'y aller, quoi. Voilà, on y va, parce qu'il faut y aller. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, après, quand je parle d'horizon, cet horizon n'est jamais le même. Au fur et à mesure qu'on avance, l'horizon recule. On avance d'un pas, l'horizon recule d'un pas. Parce qu'on améliore sans arrêt. Au fur et à mesure qu'on avance dans la pratique, on met en jeu la pensée pour aller de l'avant chaque fois, plus en plus. Voilà, donc on a une stratégie, on a un mouvement, et dès qu'il y a un mouvement qui est créé, c'est comme un aimant, quoi. Parce que les gens, ils voient une sortie, donc ils vont se coller à ce mouvement. Donc c'est ça notre chance. Et je pense que c'est une nécessité d'adhésion, parce que la révolution, elle ne se fait pas avec 2 personnes, ni avec 3, ça se fait avec le plus grand nombre de personnes. Voilà. Voilà, donc je disais, le communalisme, en fait, c'est l'outil qui nous permet d'arriver à l'écologie sociale. Et l'écologie sociale, comme je vais l'expliquer maintenant, il y a 3 éléments. Il y a une analyse, hein, et voir le constat. Et après, il y a que faire ici et maintenant. C'est en fait, ça fait partie des moyens, mais ça fait aussi partie de l'horizon dont je parlais tout à l'heure. Donc là, je vais reprendre ça d'une façon plus claire. Voilà, c'est ça. Écologie sociale, le terme a été inventé par Gutkin, qui était un architecte allemand, et qui était libertaire aussi. Voilà. Donc, Bookchin l'a pris parce qu'en fait, ça correspond tout à fait à sa vision des choses, tant au niveau de l'analyse qu'au niveau de ses propositions. Voilà, donc on part du constat. Une analyse de ce qui se passe actuellement. Une analyse fait partie des savoirs, ça permet d'analyser les choses, mais il y a un danger dans l'analyse, c'est que ça coupe et ça empêche de voir la relation qu'il peut y avoir entre les éléments qui composent un ensemble. Donc après il y a le savoir. Le savoir, c'est un savoir livresque, c'est un savoir l'anthropologie, l'ethnologie, tout ça c'est des savoirs. Mais il y a la connaissance. Et la connaissance, ça fait du domaine, ça fait partie il y a une part grande d'émotionnel dans la connaissance. C'est quelque chose qui est lié à la pratique aussi. C'est quelque chose qui est lié à la relation. Hein? Et ça nous permet de voir en creux qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand on a une bonne analyse, justement, ça nous permet de voir en creux qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quels sont les éléments qu'il ne faut pas employer pour un outil qui ne soit pas en contradiction avec l'imaginaire. Et ce que propose l'écologie sociale, c'est un imaginaire rationnel. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement farfelu. Ça part déjà de ce qu'il y a actuellement. Ce qu'il y a déjà en germe. Ce qu'il y a en embryon. Il y a plein de réalisations actuellement au niveau de l'alternativité, des choses. Enfin, on voit des coopératives, par exemple ce lieu. C'est formidable, c'est un lieu extraordinaire au niveau de la créativité.
Donc voilà, ça nous permet aussi de pouvoir penser les choses d'une façon différente. Donc les moyens, qu'est-ce qu'on veut? C'est régénérer en fait le social, c'est régénérer le lien, c'est régénérer les relations humaines. C'est ça la régénération. Et la régénération de l'être humain aussi, c'est une nécessité absolue de régénérer les écosystèmes qui un jour nous ont permis d'apparaître sur la Terre. Voilà, ça c'est très important. Et réintégrer cette société dans les écosystèmes, comme ça a été le cas pendant des milliers d'années. À un moment donné, il y a une séparation qui se fait. On va voir pourquoi. Voilà, comme ça j'en ai parlé. On passe à l'autre. Voilà, alors ça c'est important, c'est une des bases aussi de l'écologie sociale, le concept de la nature. Alors donc on reprend une phrase qui a été prononcée, donc c'est un slogan de Notre-Dame-des-Landes. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que nous sommes première nature et nous sommes deuxième nature. Ça c'est les deux des bases pour comprendre la nature chez Pouchine. Voilà, bon, ben ça je refais une très rapide histoire de l'évolution de la nature. Voilà, donc il y a l'évolution de la faune et puis à un moment donné l'apparition de l'humain. Alors sa nature, elle a à voir avec son physique, avec le physique. Hein. Par exemple, pourquoi l'être humain est différent des autres animaux? Non pas parce que les autres animaux n'ont pas de vie sociale, mais c'est vrai que l'être humain est particulièrement un animal social. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est inscrit dans son physique. La naissance de l'être humain, c'est une naissance prématurée à quelque part, si on la compare à d'autres mammifères. Par exemple, une gazelle, lorsqu'elle accouche, son petit, il part en courant, quoi, pratiquement. Il n'a pas besoin de... Alors que chez l'être humain, comme il a un cerveau qui est très développé, l'être humain, eh bien, pour que la maman puisse accoucher, eh bien, le cerveau doit être réduit en taille par rapport à ce qu'il pourrait être lorsqu'il est déjà formé. Donc, il naît comme prématuré. Donc, ce qui oblige à avoir des soins intensifs et non seulement l'enfant, mais aussi la maman qui est là et qui ne pourrait pas être totalement indépendante. Donc, il y a une interdépendance par rapport au groupe. Et le groupe est fondamental à ce moment-là. Non seulement pour créer des liens chez l'enfant, ça imprègne l'enfant, ça imprègne sa future relation avec les autres. Et c'est tout le côté émotionnel qui entre en jeu dans cette relation. Et suivant comment il a été traité, l'enfant, il verra chez les autres, ou chez les humains, ou chez les autres humains, ou dans la société, quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable. Parce que si on le maltraite, c'est quelque chose qui va rester inscrit dans son cerveau, dans ses émotions. Et donc il percevra les autres comme des ennemis potentiels. Alors que s'il a eu tout ce qu'il avait besoin pendant cette période qui dure 9 mois après la naissance, eh bien la vie il sera enchantée. C'est enchanté la vie pour lui. Il y a des tas d'exemples comme ça qui sont intéressants à voir par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la seconde nature. Donc la première nature, c'est celle qui est la nature physique. Hein. Bon, nous sommes faits de chair, comme les autres animaux. Il n'y a pas de grande différence à ce niveau-là. Tous les écosystèmes qui nous ont permis l'apparition de l'être humain, c'est la première nature. Et puis nous, on peut considérer comme l'évolution normale de la première nature, nous sommes la seconde nature. Voilà. C'est pour ça qu'on est la nature qui se défend. On défend notre nature. On défend les deux natures. Parce qu'elles sont indispensables à notre vie. Non seulement notre survie, mais notre vie. Voilà, la séparation. Alors voilà, ce que je disais tout à l'heure, la seconde nature s'insère dans la première, elle vit, elle la transforme aussi. C'est pas qu'une nature, elle est vierge, et puis que nous, on est méchants, on a transformé la nature. Non, non, on l'a transformée, mais avec un rapport qui n'est pas un rapport de domination, c'est un rapport d'échange. Nous, on transforme la nature, la nature nous transforme à la fois aussi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des êtres humains différents dans un endroit ou dans un autre. Donc notre relation à la nature est la relation du type de société dans laquelle nous vivons dans les écosystèmes. Il y a un parallèle, donc je disais tout à l'heure, il y a un parallèle entre les deux. La qualité des liens, elle est pareille dans la première nature que dans la deuxième nature. Ces liens, par exemple, l'évolution, on montre très bien, il y a des travaux qui montrent
entre autres Kropotkin dans l'entraide, qui montre que le facteur d'évolution numéro 1, c'est l'entraide. Et ça a été confirmé après par la suite, par des travaux... j'ai oublié son nom d'une femme, là. Pas grave, qui montre justement déjà au niveau des bactéries, déjà, qu'il y a cette entraide qui permet l'évolution et la complexification du vivant. Donc, voilà. Effectivement, lorsqu'on voit les liens qui sont détruits dans notre société par l'atomisation, par l'individualisation, par la compétitivité, eh bien, on peut voir en parallèle la même chose, c'est un déchirement des écosystèmes. Hein. Les écosystèmes s'appauvrissent de plus en plus parce qu'il y a des éléments qui disparaissent. Regardez un peu la vitesse à laquelle il y a des disparitions d'animaux. Il y a des animaux qui sont disparus à jamais. Il y a des insectes aussi qui disparaissent à grande vitesse. Donc on voit bien qu'il y a un parallélisme toujours entre les deux. Donc dans une société, c'est la relation de production, comme l'appelle Marx, c'est les personnes, quoi. Donc c'est la domination qui détermine le rapport à la première nature. Ben, ça, on va en parler. On va en parler maintenant. Bon, voilà, pour Marx, je résume, hein, c'est un peu grotesque, mais enfin, c'est pour expliquer un petit peu la démarche de Bookchin par rapport à ça. Pour Marx, la nature est avare, donc il y a une nécessité de classe, utilisée comme technologie pour extraire les besoins nécessaires à la société. Puisqu'elle est avare, on va utiliser donc des gens spécialisés pour avoir une production optimum, pour éviter la rareté. Alors pour Bookchin, la nature n'est pas forcément avare, la domination apparaît en premier, hein, et les classes en second, parce que c'est une évolution normale des rapports de domination. Voilà. Donc ça, là-dessus, il s'appuie sur des travaux d'anthropologie, d'ethnologie, d'histoire, on va voir ainsi. Voilà, l'hypothèse de Bookchin pour l'apparition de la domination, en fait, ça se passe dans le croissant fertile, il y a 10 000 ans environ, lorsqu'il y a un changement climatique qui entraîne une sécheresse. Croissant fertile, c'est la Mésopotamie, le Moyen-Orient. Hein, et donc, ça pousse les gens à avoir des réserves. Bon, c'est des tribus nomades, hein, ils n'étaient pas encore sédentaires, et il y a des tribus qui le réussissent mieux que d'autres. Et donc, celles qui réussissent mieux arrivent à stocker de la nourriture et les autres non. Mais il y a la faim qui les pousse à un moment à essayer de prendre la nourriture des autres, et donc elles se défendent, ces tribus, et les chasseurs les chasseurs deviennent des guerriers. Enfin, je parle très rapidement, mais en fait ça se passe au cours des millénaires. Hein. Les chasseurs deviennent guerriers, les sorciers, les chamans deviennent prêtres, et les chefs, comme ils étaient avant dans les sociétés pré-alphabétisées, c'est-à-dire des gens qui ont qui sont supérieurs au niveau de la capacité de relationner les gens entre eux, d'aider les conflits, tout ça, qui ont une capacité supérieure, disons, hein. Bon, ben, deviennent des chefs comme on les entend nous, c'est-à-dire des chefs qui dominent les autres, quoi. Voilà. Et donc les premières pardon, des fois je mélange avec l'espagnol, les premières victimes en fait dans cette domination, en fait c'est les femmes, parce que leur statut qui était avant, où elles participaient dans tous les domaines de la vie, et surtout le domaine de l'alimentation, le domaine du soin des enfants et tout ça, eh bien, il est relégué au second plan, puisque le mâle prend la première place, puisque c'est un combattant, et de lui dépend la survie de la tribu. Mais tout ça entraîne une série de dominations ensuite, par la suite. C'est quelque chose qui, dans la même société, dans cette même communauté, prend de l'importance. Les vieux prennent du pouvoir sur les jeunes, et ainsi de suite, quoi. Et les hommes sont soumis à d'autres hommes aussi. Donc c'est tout un processus. Et à ce moment-là, ce sont des sociétés, ce sont des communautés qui s'étendent puisqu'ils ont plus de force militaire pour vaincre les autres. Donc c'est comme une gangrène qui commence, c'est comme un cancer qui s'étale, qui s'étend. Bon, après, il y a tout un changement de perception de la nature aussi. La nature devient quelque chose d'utilitaire, quoi. Hein, ça devient une ressource. Donc il y a une séparation, effectivement, qui se fait à ce niveau-là, et une séparation dans la perception de la nature, et petit à petit se forment des classes sociales,
pour maintenir la structure de domination. C'est ça qui est important de voir. Et on voit ça en Mésopotamie, par exemple, comment petit à petit, eh bien, il faut alimenter toutes ces personnes qui ne travaillent plus, en fait, qui ne produisent plus, les soldats, les prêtres, la cour, les prêtres et les rois, il faut les alimenter. Donc il faut effectivement une production supérieure à celle qui était nécessaire auparavant. Et donc on invente, effectivement, on passe au stade agricole. Et on construit aussi des représentations symboliques qui maintiennent aussi cette cosmogonie, cette façon le rapport. Hein, c'est ce que Marx appelle la superstructure, c'est-à-dire la religion, elle sert à ça. Hein, on voit comment des déesses, hein, la figure de la déesse dans les sociétés matrilinéaires, on passe à la figure du dieu. Voilà, le Dieu, et les dieux deviennent le Dieu. Hein, donc, voilà. Ce sont les religions monothéistes. Bon, ça, j'en ai parlé. Ouais, donc il y a toujours cette opposition entre les deux natures, entre la culture et la nature, l'esprit et le corps. Bon, on voit ça dans la Bible, par exemple. Donc après, bon, je fais un saut... milliers d'années. Et on passe au 19e siècle, et par rapport à la réaction à l'anthropocentrisme, on se retrouve dans des formes extrêmes. Par exemple, la bourgeoisie, elle donne un autre rapport à la nature, et elle fait voir qu'il y a une nature vierge, donc elle veut protéger les espaces naturels. En fait, c'est une réserve pour eux, on ne sait jamais. Pour les capitalistes, ça peut servir à un moment donné, quand les autres lieux auront été saccagés. C'est un peu ça aussi la vision qu'ils ont. Mais ça entraîne une vision au niveau des États-Unis, ça entraîne la deep ecology, ce qu'on appelle la deep ecology, c'est-à-dire que la nature est intelligente et les hommes sont vraiment bêtes, quoi. Mais les hommes, pas le système politique et économique dans lequel l'être humain est situé, mais hein, les hommes en tant que tels, quoi. Donc aussi bien un OS, hein, qu'un PDG, donc c'est pareil, c'est la même, voilà. Et donc, et puis le biocentrisme aussi qui situe la vie au centre et qui considère qu'une fourmi a autant d'importance qu'un être humain. C'est des cas extrêmes, hein. Je ne veux pas dire que tout le monde dans la deep ecology actuellement et dans le biocentrisme se situe sur des paramètres de cette ampleur, mais ça existe. Alors voilà, la nature c'est le bien et l'homme c'est le mal. Hein. C'est une essentialisation de la nature. Et par contre, je différencie avec le radicalisme de l'écologie sociale, qui a des antécédents, déjà dans le 19e siècle, avec Élisée Reclus, Pierre Kropotkin, William Morris, par exemple, qui, face à la destruction de la nature dont ils ont conscience, l'industrialisation à ce moment-là est vraiment très polluante et très présente dans les villes, partout, en Europe. Et donc c'est une horreur, mais déjà ils mettent le doigt sur le système capitaliste comme étant un système qui est gravement prédateur, hein, et qui enlaidit la nature. Donc on met l'accent sur le milieu, hein, et ça s'appelle la mésologie à ce moment-là. Le milieu, c'est là où évolue l'être humain, quoi. C'est l'environnement. Ce qu'on appelle l'environnement, je n'aime pas trop parce que nous, on met aussi environnement, je dirais les écosystèmes d'un côté et l'être humain qui est dans ces écosystèmes. Donc il y a l'écologie sociale, comme bon, on l'a vu, donc c'est un rejet de la domination et des injustices qui sont à l'origine de la séparation. Donc le but, c'est de réintégrer la société dans les écosystèmes. Et ça suppose une interaction intense en vue de la réalisation optimale des deux natures. C'est-à-dire, lorsque l'être humain se réalise dans les liens et invente une société différente, eh bien, on invente aussi une autre relation à la nature. Et les alternatives existent. On sait très bien, par exemple, la permaculture, c'est une relation de l'être humain avec la nature qui crée des écosystèmes, qui crée des petits écosystèmes qui, entre eux, forment des plus grands écosystèmes.
Voilà, donc pour Bookchin, c'est clair, les désastres écologiques ont leur origine dans les injustices sociales. Donc tant qu'on ne répare pas les injustices sociales, on n'arrivera pas à changer le rapport à la nature, et la nature sera, les écosystèmes seront de plus en plus pauvres et démunis. Voilà. Donc dès le départ, il y a une mise à mal du socle anthropologique du don, c'est-à-dire des liens. En fait, on a toujours eu dans les sociétés traditionnelles cette triple base: donner, recevoir, échanger, et aussi l'honneur, le sens de l'honneur. C'est-à-dire que moi, si je fais quelque chose, je suis là pour répondre à cette action. C'est ça le sens de l'honneur, c'est pas autre chose. Donc le capitalisme, c'est un tour de vis dans la rationalisation de la domination et des injustices sociales. Bon, voilà, et ça c'est important. Parce que, voilà, le problème c'est que quand on se trouve face à des propositions alternatives, on est toujours devant l'écueil de comment, est-ce qu'on utilise l'État ou est-ce qu'on ne l'utilise pas? Est-ce que c'est utile pour pour en finir avec le capitalisme? Dans ce cas-là, est-ce que les institutions de l'État, donc la commune, le département, toutes ces choses-là, est-ce que c'est utile? Est-ce que le vecteur politique de l'État est utile pour renverser le capitalisme? Voilà, ça c'est la question. Alors, pour ça, pour y répondre, eh bien, il faut rechercher l'origine. C'est comme dans quelqu'un qui est malade, si on va voir un bon docteur, le docteur va te dire, bon, qu'est-ce qui t'est passé dans ton enfance? Voilà. C'est important, même si c'est au niveau psychologique et même au niveau physique. Je pense que c'est important d'aller à l'origine. Et on se rend compte en fait que si on va à l'origine de la naissance du capitalisme, on se rend compte qu'à un moment donné, l'État existait avant le capitalisme. Mais le capital, le phagocyte complètement et s'en sert. Je peux rapidement essayer de faire l'histoire. En fait, souvent, le capitalisme, l'origine du capitalisme est conçue comme quelque chose de tout à fait normal. C'est l'évolution normale des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés marchandes, finalement, engendrent, par évolution naturelle, engendrent le capitalisme. Si c'était comme ça, le capitalisme serait né dans l'Extrême-Orient, où il y avait 80% du flux commercial qui était réalisé dans ces régions. Or, il ne naît pas à l'Extrême-Orient, il naît dans un endroit bien précis, en Europe, et plus précisément en Angleterre, et au XVIe siècle. Et, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un capitalisme industriel. Au début, c'est un capitalisme rural. Pourquoi? Parce que l'Angleterre présente toutes les conditions pour que puisse naître. En Angleterre, il y a un marché de 500 000 habitants, c'est Londres. En Angleterre, il y a des voies fluviales qui sont développées, des routes très développées qui favorisent le transport, donc le commerce. Il y a un État fort. La bourgeoisie a été vainqueur, donc elle a vaincu l'aristocratie, et ça s'est mis l'une à l'autre. Et l'anglicanisme a préparé aussi les mentalités pour une société capitaliste, c'est-à-dire l'intérêt prime avant tout. Et l'intérêt individuel, eh bien, comme tout le monde le sait, d'après les théoriciens du libéralisme, ben, l'intérêt individuel, c'est l'intérêt de tous et de toutes. On le sait. Bon, c'est pas vrai, évidemment, c'est une blague. Bon. Mais enfin, voilà, il se trouve que dans cette société, le marché d'Angleterre, il est servi par des légumes et des céréales qui sont produites dans les terres dont les propriétaires sont les aristocrates et les bourgeois. Ils le louent à des fermiers. Et ces fermiers ont une concurrence féroce sur le marché de Londres. Alors à un moment donné, ce que fait pour avoir pour être mieux payés, si vous voulez, les propriétaires des terres, les propriétaires terriens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent sur le marché les baux, le bail. Le bail, ils le mettent sur le marché de façon à ce qu'au plus offrant, eh bien, on lui donne les terres. Hein? Mais évidemment, pour ça, ben, il faut qu'avoir des bonnes terres, les meilleures terres pour pouvoir les offrir. Donc le phénomène des enclosures, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va chasser les communautés qu'il y a là, on va les chasser, et puis on va prendre des meilleures terres, hein, pour prendre des meilleures terres. Or, sur ces terres, il y a des paysans qui vivent depuis longtemps, qui vivent dans un système féodal où eh bien, ils ont quand même des droits. Il y a encore des droits dans le système féodal. Ils ont une certaine autonomie. Ils peuvent s'alimenter, ils peuvent chasser,
ils peuvent cueillir, ils peuvent semer, donc c'est les paysans. Et pour détruire les communautés, le mieux qu'il y a à faire, évidemment, c'est détruire, c'est d'exécuter les femmes. En fait, c'est simple. Voilà, donc il faut les brûler, parce que c'est le pilier des communautés traditionnelles. Donc on les brûle, c'est la chasse aux sorcières. Je conseille un livre qui s'appelle Caliban ou la sorcière, il fait des récits, et c'est vraiment, il n'y a rien à perdre là-dedans, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc la femme, elle est réduite à la reproduction du mâle, parce que finalement, là, tous les gens qui sont chassés, c'est de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre qui compte dans les travaux agricoles, eh bien c'est l'homme. Donc la femme passe un rôle de reproduction de l'homme. Voilà, c'est tout. Reproduction du travailleur, du paysan, quoi, de l'agriculteur, de l'ouvrier agricole plutôt. Voilà, donc la concurrence, évidemment, ce qu'il faut arriver à faire justement dans cette concurrence féroce, c'est non seulement avoir des bonnes terres, mais aussi avoir des coûts de production moindres. Donc on va payer effectivement les ouvriers le moins possible pour pouvoir être concurrentiel sur le marché. Et c'est là que ça invente le capitalisme. En fait, le capitalisme va chercher toujours dans le phénomène de la concurrence, dans le rapport aux autres capitalistes, il va chercher la baisse des coûts de production. Et ça, c'est pour la première fois que ça existe. Parce qu'avant, par exemple, les Pays-Bas, c'était le pays le plus riche, et il se dédiait à le commerce, il allait chercher des étoffes et des épices à l'Extrême-Orient, il les vendait, il n'y avait pas de problème par rapport aux coûts de production. Or là, il y a... Et l'État, là, est fondamental. D'après Karl Polanyi, qui est un économiste du début du XXe siècle, eh bien, s'il n'y avait pas eu l'État, alors ça aurait été la guerre totale, quoi. Je veux dire, les gens se seraient entretués. Les capitalistes entre eux, la bourgeoisie, qui deviennent des capitalistes ensuite, et puis aussi les classes sociales. Enfin, je veux dire, c'est le maintien des classes sociales, quoi. Parce que autrement, les pauvres se seraient révoltés. Donc l'État, toujours, a été fondamental pour le maintien du capitalisme. Et non seulement pour le maintien, mais pour son développement. C'est celui qui assure la paix sociale, hein, la régulation entre les capitalistes, et pour ça, il est payé. Donc, il a tout intérêt à ce que le capitalisme fonctionne bien pour pouvoir lui-même fonctionner, et le capitalisme a besoin de l'État. Donc, c'est un besoin mutuel. Donc, l'État, tout comme l'argent, tout comme le marché, devient une catégorie du capitalisme. Ça, si on le comprend bien, et je suis passé très vite, c'est peut-être pas compréhensible tout à fait, mais je vous incite à faire des recherches, par exemple, les critiques de la valeur ont une très bonne... c'est intéressant parce qu'ils analysent bien les catégories du capitalisme. Oui, par rapport à l'État, par exemple, il y a autre chose que j'ai oublié, l'ouverture des marchés, par exemple, c'est important. Par exemple, on sait maintenant qu'on a ouvert les archives qui, de temps en temps, on ouvre aux États-Unis. On s'aperçoit que les fondateurs en Europe du marché européen ont été payés par la CIA. Donc c'était un désir pour les États-Unis d'ouvrir un grand marché en Europe. Ça n'a pas tourné comme ils voulaient tout à fait, mais voilà, c'est son rôle, quoi. Et par exemple, je prends l'exemple le plus récent d'Espagne. En Espagne, l'industrie touristique, c'est l'industrie numéro 1. Eh bien, sur le kérosène, il n'y a pas de taxe. Et même, ils vont plus loin, c'est que maintenant, ils vont donner des subventions aux compagnies aériennes pour pouvoir acheter du kérosène moins cher. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est aussi de prévenir les luttes sociales. Hein. Par exemple, en Allemagne, sans que les ouvriers aient besoin de manifester, de se battre, l'État leur a accordé la sécurité sociale et la retraite. Voilà. C'est un exemple, hein, mais je vais très vite, je suis désolé, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Donc, je vais passer aussi sur ce que Bookchin a utilisé de Marx et de Marx, oui, et en fait, dans son histoire, bon, c'était un marxiste-léniniste, et à un moment donné, il s'est aperçu que ça n'allait pas assez loin, quoi, et que, en fait, le prolétariat sur lequel ils avaient fondé tous les espoirs, les marxistes, eh bien, n'était plus une catégorie révolutionnaire, mais qu'elle était une catégorie complètement intégrée dans le capitalisme.
Donc il a cessé et il a fait des recherches. Mais il a eu quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, il a assisté à la Révolution espagnole et s'est aperçu là qu'il y avait une organisation qui n'était pas dominée par le désir de domination, donc il n'y avait pas de structure hiérarchique, mais c'était une organisation fortement structurée, mais horizontale. Alors pour lui, c'était un choc, quoi. Lui qui était habitué depuis l'âge de 9 ans, et il avait là 27 ans, il s'est aperçu tout d'un coup qu'effectivement il y avait autre chose, et ça lui a permis de rebondir sur cet effondrement intérieur, quoi, de son idéologie qui le portait jusqu'à présent. Voilà. Donc voilà, je continue, je vais essayer de faire vite, je suis désolé parce que j'aurais pas le temps sinon. Voilà, donc je parle de la technologie parce que pour Bookchin, la technologie, contrairement à beaucoup d'écologistes, la technologie n'est pas à rejeter. Au contraire, elle est à utiliser, mais à bon escient. Et la seule qui peut décider de l'utilisation de la technologie à bon escient, eh bien, c'est la communauté humaine. Dans les communes, on doit décider vraiment de ce dont on a besoin, vraiment, sans passer par l'industrie de la publicité. Parce que c'est elle qui nous pose tous nos vrais besoins, quoi, qui nous les construit, et il les construit sur notre malheur, notre mal-être. Donc voilà. Et donc la technologie n'est pas neutre, et il faut l'adapter à nos vrais besoins. Et Bookchin pense que c'est un moyen de libérer l'humanité de la rareté, c'est-à-dire d'aller au-delà de la rareté pour avoir une abondance frugale. Voilà, de ne pas être préoccupé par le manque, tant au niveau du logement, de l'habitat, enfin des vêtements et de la nourriture. Parce que si on est dans cet état, on ne sera jamais capable de pouvoir inventer, d'être créatif et créative. Donc il faut vraiment dépasser ce stade, et la technologie nous le permet. Et surtout aussi pour l'imaginaire d'un communalisme, comment ça peut fonctionner le communalisme s'il n'y a pas de technologie. Voilà, à l'époque où on est, avec le monde qu'on est, je pense que la technologie, et c'est vraiment, comme dit Bookchin, c'est le squelette d'une société. Ça nous permet d'envisager une société différente. Ça donne de la crédibilité au communalisme. Parce que comme beaucoup nous disent aussi, comment on peut remplacer l'État, quoi. Ben, c'est pas possible, l'État c'est lui qui gère tout, et comment on va le remplacer? Et bien moi je dis aussi, comment ça se fait que les compagnies aériennes dans le monde entier permettent le vol, assument le vol des avions sans qu'ils se rentrent dedans, et pourtant il n'y a pas un État qui les gouverne. Donc il faut considérer, nous ce qu'on veut, c'est l'administration des choses et non pas l'administration des êtres humains. Les êtres humains savent s'administrer eux-mêmes. C'est ça l'autogestion et c'est ça le communalisme en fait. Voilà. Alors voilà, ça je l'ai parlé. Voilà. Ouais, il faut définir le champ du politique, en fait c'est important parce que le politique en fait c'est le lieu de décision. Très souvent, on a négligé dans les mouvements sociaux et même l'anarchisme a négligé le champ du politique, donc on l'a laissé à d'autres qui s'en sont servis à bon escient. Et voilà, donc voilà la différence en fait entre le politique en fait c'est ça, hein, c'est là le politique, ça englobe le social, puisque le politique décide du social, c'est-à-dire de ce qu'on doit consommer, de ce qu'on doit fabriquer, de comment on peut se divertir, de comment on peut s'instruire. Tout ça c'est du domaine du social, mais le politique c'est le lieu de décision. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le politique dans son sens primitif, dans son sens originel, ça se passe en Grèce, c'est la police, c'est dans la police, donc dans la ville, dans la cité, que sont prises des décisions par la démocratie directe, avec un tas de mécanismes qui évitent la prise de pouvoir. Donc c'est le pouvoir. Le pouvoir, on ne peut pas l'enlever. Le pouvoir, si on l'enlève, il revient au galop de façon encore plus traître, parce qu'on ne saura pas d'où il vient. Alors que si on le situe, on sait d'où il vient, donc on peut y faire face. On peut faire face de façon à répartir, à partager le pouvoir entre toutes et tous. Et alors que c'est dans le capitalisme, dans le vecteur politique du capitalisme, c'est un vecteur vertical. Donc, comme tout est soumis à la domination, tout ce qui est, on peut dire que là-dedans, par exemple, dans le domaine du privé, dans un sens ou dans l'autre, la domination, elle traverse toutes les couches. Elle traverse dans un sens, elle traverse dans l'autre.
C'est pour ça qu'on dit que le privé est politique. Bien sûr, il est politique. Mais le lieu de décision politique, c'est vraiment l'arène du politique, le champ du politique, c'est-à-dire celui-là. C'est-à-dire, pour nous, c'est l'Assemblée. Hein, quand on voit un confédéralisme rojava, le confédéralisme démocratique qui se base sur l'Assemblée, de la rue, du quartier, et l'Assemblée qui sont un réseau, et avec l'ensemble du territoire, petit à petit, par le fédéralisme. Voilà, c'est ça le système qui change tout à fait. Voilà, ce que je disais. Donc la représentation, on est contre la représentation évidemment dans le communalisme, puisqu'il déconnecte de la réalité matérielle, il empêche de sortir du moule dans lequel on est bien mis dedans, il affaiblit le lien parce que c'est un lien, on n'a pas de liens horizontaux, on a des liens, c'est même pas des liens, on a un représentant là-haut, donc on est des monades, hein, dispersés comme ça, et puis on a confiance à quelqu'un qui va appliquer des politiques vagues sur on est allé pour ces programmes. Voilà. Donc ça maintient la colonisation de l'imaginaire, donc on n'arrive pas à dépasser. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on fait les choses, de bien les analyser. Par contre, l'avantage du communalisme, c'est que les moyens sont en accord avec les fins. C'est-à-dire que quelqu'un qui prône la représentation, comment peut-il prôner à la fois une démocratie directe? Comment il peut prôner de reconstruire des liens? C'est complètement contradictoire. Et justement, ça a été le grand problème des révolutionnaires et des marxistes surtout, et des marxistes-léninistes en particulier, pour la prise de l'État. On a vu la monstruosité que ça représente les bolcheviks lorsqu'ils ont voulu prendre le pouvoir de l'État. Et en fait, ils en sont arrivés à un capitalisme d'État, un capitalisme de rattrapage qui a fait des ravages écologiques comme aucune société ne l'a fait jusqu'alors. Donc, il faut bien penser aux choses lorsqu'on les décide, comment on va faire, comment on va s'organiser. Donc, c'est ça, quand on voit en creux, voilà, en creux, on peut déjà voir ce qui ne va pas. Maintenant, justement, le communalisme ne se contente pas de critiquer. À chaque critique, il y a des propositions concrètes. Donc, voilà actuellement où on en est. On en est qu'il y a plein de luttes. Bon, il y a plein de luttes dans tous les domaines. On a vu Notre-Dame-des-Landes, on voit l'ambassade, on voit les Gilets jaunes, on voit le féminisme, on voit toutes les réalisations comme celle-ci, par exemple, qui sont de valeur. Ce sont des alternatives. Il y a les luttes et les alternatives. Seulement, on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'horizon. Donc, on est des monades aussi, comme nous-mêmes on l'est. Eh bien, toutes nos réalisations collectives sont des petites réalisations. On prend Saillant aussi, c'en est une qui est intéressante, mais elle est isolée, elle n'est pas dans un mouvement. Et c'est tout le but de cette rencontre de Liège, c'est d'essayer de réfléchir à comment créer un mouvement. Alors, voilà. On passe... Oui, voilà, c'est un exemple. Par exemple, l'assaut du ciel préconisé par Podemos, eh bien, il a eu pour conséquence un effondrement du 15e. Hein, il a surfé sur le 15e, c'est les indignés en Espagne, qui est pourtant un mouvement qui disait personne ne nous représente, hein, qui avait déjà donc des germes intéressants pour le communalisme. Or, comme on n'avait pas de proposition concrète, on n'avait pas de mouvement, eh bien ça a permis à quelque chose de parasitaire de venir se greffer là-dessus et finalement de le reconduire dans le moule de toujours. Donc, et on voit que les évolutions, tant au niveau de la biologie qu'au niveau social, elles ont été vraiment valables et porteuses lorsqu'elles ont réussi à casser le moule. C'est ce qui s'est passé en Espagne, d'ailleurs, en 1936. Voilà notre pari, notre rôle, en fait, voilà. Ici, on peut représenter le vecteur politique du capitalisme. Alors, il y a d'un côté la mondialisation, évidemment, qui a fait des désastres incroyables. Eh bien, comme réaction, on a le local. Mais le local, souvent, il est trop local. Hein, on se retrouve là-dedans avec, par exemple, des pétainistes aussi qui peuvent se réclamer du local. On a les rouges-bruns, par exemple, avec Soral, se réclame du local. Et on a des gens de gauche aussi, même d'extrême gauche qui ne sont pas loin du local. Mais c'est un local trop local, enfin, idéalisé aussi, et qui n'est pas en relation avec le reste. Quand, les écologistes disaient au début, penser localement et agir localement et penser globalement, ça, il ne faut jamais l'oublier. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer un monde où il y a plein de mondes dedans. Et c'est ça qui est intéressant.
à partir du local. Bon voilà, alors donc ici nous trouvons aussi la gauche et la droite. Hein. Ça j'ai repris sur Bruno Latour, je ne partage pas toutes ces idées, mais ce truc était pas mal. Donc nous avons ici le PS, nous avons En Marche, je crois, tout ça. Et puis après il y a donc quelqu'un qui a fait un bond là, qui est de ce côté là, et celui-là c'est Trump. Voilà, Trump, Bolsonaro, c'est ça. C'est un imaginaire hors sol. C'est un peu comme quand le Titanic arrive sur les icebergs, eh bien on joue de la musique, hein, et puis pendant ce temps les riches ils descendent avec leur canot de sauvetage, ils essayent de s'échapper, ils vont pas aller loin, mais bon voilà, c'est ça. Et pendant ce temps, les pauvres, ils vont plonger comme la taxe carbone, c'est ça aussi. Voilà, donc notre effort en fait c'est de réorienter tout ça et l'amener vers l'atterrissage. Atterrir, c'est justement reprendre le local, c'est reprendre le territoire. C'est un peu comme à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, il faut se réinsérer dans le local et à partir de là, l'étudier le local. Qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir nous aussi aux écosystèmes qui sont là? Prendre racine, comment on peut prendre racine? Voilà, tout ça c'est à réfléchir. Là on n'a pas le temps, mais en fait le but du communalisme c'est vraiment ça. C'est essayer de voir au niveau local, articuler au niveau territorial, et ensuite articuler au niveau plus grand, de chaque fois plus grand. En fait, bien sûr, on me dirait comment on fait pour communiquer les communautés entre elles. C'est justement le confédéralisme. Je passe très vite, après dans les questions, on pourra approfondir un petit peu. Donc, voilà, il y a aussi cet ancrage dans l'histoire. Pour l'écologie sociale et le communalisme. Le communalisme, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on invente. On l'invente, on le réinvente toujours, parce que le communalisme, c'est l'auto-institutionnalisation du commun. Mais il se base sur des connaissances, et on ne peut pas négliger ces connaissances. Je ne fais pas les récits de l'émancipation ici. J'ai écrit un livre qui va être publié dans les éditions du commun où je fais une rapide synthèse du récit. Justement, on a besoin du récit. On a besoin du récit et on a besoin d'un horizon. Parce qu'on est ancré dans quelque chose. Voilà. Donc la Révolution française, on va prendre l'exemple de la Révolution française de 1793, il y en a eu d'autres avant, mais celle-là est significative. En 1789, on nous dit qu'il y a la Révolution, puis après, on n'en parle pas. Après, on nous dit qu'il y a des gilets jaunes, enfin des enragés, on nous dit qu'il y a des sans-culottes qui font n'importe quoi. N'empêche que c'est ceux qui ont formé les 60 assemblées de district de Paris qui ont permis d'alimenter Paris pendant 2 ans. C'est quand même assez extraordinaire. Après, ils ont été réprimés, bien sûr. Mais on nous parle de Danton, on nous parle de Robespierre, on nous parle des Jacobins et des Girondins, mais on ne parle pas des Gilets jaunes, on ne parle pas de cette capacité d'auto-organisation qu'il y a eu à ce moment-là. Et il y avait 40 000 autonomes en France, et 40 000 communes autonomes aussi en France, avec des districts aussi pour les grandes villes, comme à Toulouse ou à Marseille, par exemple. Donc le communalisme, en fait, il prend son nom dans le commun de la commune de Paris. Parce que Bourdieu, quand il a conceptualisé le communalisme, en fait, il est parti sur cette réalisation parce que c'est la dernière réalisation où il n'y avait pas de séparation, justement, entre le social et le politique. En 1876, c'était fini. Le Parti socialiste avait initié cette séparation en disant non, il faut une représentation au sein de l'État des problèmes des ouvriers. Donc on sépare le politique du social. Voilà. Mais par contre, les anarchistes ont fait pareil. Ils ont séparé le politique du social dans ce sens qu'ils n'ont pas pris le politique au sérieux et ils se sont ancrés dans le social seulement. Ils n'ont rien voulu savoir du politique. Donc ce qui fait que d'autres ont pris le politique sous leurs ailes et ils l'ont soigné à leur façon. Donc, comme je disais tout à l'heure, la scène espagnole a été fondamentale pour la conceptualisation du communalisme par sa confédéralisme. Un système confédéraliste a été repris presque point par Bookchin, mais il l'a appliqué non pas aux syndicats, il l'a appliqué aux communes. Donc, voilà. Donc la CNT n'était pas seulement un syndicat, c'était aussi une colonne vertébrale d'un mouvement. Et donc,
qui prenait autour de la CNT, il y avait plein de mouvements. Il y avait des mouvements féministes, donc Mujeres Libres. Il y avait aussi des écoles rationalistes. Il y avait aussi l'urbanisme social qui peut s'assimiler à l'écologie sociale. Hein. Très intéressant, les avancées dans ce domaine, elles sont assez formidables. Bon, après, il y a eu les erreurs fondamentales, justement, comme ils n'avaient pas de politique propre, mais ils se sont alignés sur les politiques de l'État. Donc ils sont rentrés au gouvernement et d'une certaine façon, ils ont réprimé leurs propres réalisations. Ils ont étouffé, ils ont participé à l'étouffement de la Révolution espagnole. Il y a seul un endroit où ça a vraiment été formidable. Je ne veux pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas eu de bonnes réalisations, mais je veux dire qu'au Conseil d'Aragon, ça formait un tout qui ressemble au confédéralisme démocratique au Rojava. Voilà, ce sont le Conseil d'Aragon, en fait, c'était un fédérateur de toutes les initiatives qu'il y avait en Aragon, où ils avaient éliminé beaucoup de catégories du capitalisme, comme l'argent, par exemple, par certains endroits, avait été éliminé et remplacé par des bons, ou même par la prise au tas. Alors ça, c'est assez intéressant à étudier. Donc voilà, pour le présent, donc, nos référents, effectivement, ce sont les zapatistes et le confédéralisme démocratique. Il n'y a aucun doute là-dessus. En 1994, le 1er janvier 1994, lorsque les zapatistes se révoltent et mettent en place le zapatisme, eh bien, c'est une nouveauté. C'est la fin, pour moi, c'est la fin du marxisme-léninisme comme avant-garde. Et ça rejoint la révolution espagnole à beaucoup d'aspects, dans beaucoup d'aspects. Et le confédéralisme démocratique kurde a été aussi, et c'est là aussi qu'on voit si une révolution est vraiment libératrice ou elle ne l'est pas, c'est l'intervention des femmes justement sur ce processus. Et dans les zapatistes, on le voit très fort, et on le voit encore plus fort au Rojava, et même que les femmes ont mis en place une science qui est la généalogie pour essayer de reprendre les connaissances et le savoir d'un point de vue de déterrer ce savoir de dessous. Nous, le peuple, notre histoire, elle a été enterrée. Celle des femmes, elle a été encore enterrée, encore un peu plus. Donc ça, c'est une science intéressante dont il faut faire référence et être attentif à elle, et attentive. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le danger des expériences atomisées, de la représentation. Ou même sans représentation, si elles sont atomisées, on les idéalise et puis on focalise dessus, mais on ne change rien nous-mêmes. Donc il faut savoir que si on veut vraiment réussir quelque chose, eh bien il faut que ce soit vraiment une réalisation mondiale, non seulement une réalisation locale. L'expérience espagnole nous montre, l'expérience espagnole a été vaincue parce que justement il n'y avait pas ailleurs une internationalisation de ces pratiques. Et les expériences isolées, comme Bondancourt, par exemple, qui était avant Sagan, elles ont échoué parce qu'au cours du temps, eh bien, elles se perdent si elles ne sont pas reliées avec les autres, si elles n'ont pas un objectif précis, si elles n'ont pas une connaissance de l'histoire. C'est ça qu'il faut reprendre à notre... Vraiment pour nous, quoi, parce que ça nous appartient. Cette connaissance, on ne peut pas la laisser perdre, et on ne peut pas laisser perdre l'objectif, en ayant bien clair ce que c'est que la représentativité, et ce que c'est que le capitalisme, de quoi il est composé. Quoi. Voilà, donc maintenant, on peut lancer place au débat, et justement, je vous incite à créer des groupes d'études, pour essayer d'apporter des réponses et des formulations pour ces rencontres de l'écologie sociale. Les troisièmes rencontres, la première c'était au sujet de sortir du capitalisme, c'était à Lyon. Les deuxièmes ont lieu à Bilbao, c'était sur le thème du nationalisme, avec un exemple flagrant de ce qu'on peut faire de différent avec le Rojava, qui a créé une mosaïque de peuples, sans justement nationalisme, sans nation qui écrase les autres. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Merci. Donc on peut commencer à débattre. Merci Fulal. Donc il y a un micro ici. Hein, donc, on a environ une demi-heure pour échanger avant le début de la deuxième séquence, qui sera animée par l'archipel citoyen pour expérimenter un processus local démocratique. Voilà, la parole est à vous. Salut, je vais parler très brièvement en mon nom. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Extinction Rebellion.
Et on est en train d'initier une réflexion de fond sur le municipalisme confédéral. Extinction Rebellion est un mouvement qui a déjà fédéré plus de 170 000 personnes au Royaume-Uni dans des actions de désobéissance civile non violente et qui va coordonner de manière internationale. Là, pour l'instant, on est dans plus de 119 pays différents et sur une base de 40 000 adhérents. Et on initie une réflexion de fond sur le municipalisme confédéral au sein du mouvement Extinction Rebellion. Voilà, et donc on est sur le positionnement de la désobéissance civile non violente, du constat scientifique irréfutable de la catastrophe, la diffusion, le partage des informations et une recherche des solutions potentielles pour ce qui nous attend après. Et le municipalisme confédéral, l'écologie sociale sont parmi les évidences qui sont en train d'être travaillées au sein de Extinction Rebellion. Oui, vous avez évoqué l'exemple de Podemos qui peut s'assimiler à du communisme. Quel est aujourd'hui votre avis sur le retour de l'expérience de Podemos? Le retour, on pourrait déjà le faire le lendemain, presque, des élections. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur de Pablo Iglesias, qui s'appelle Carlos Taibo, un des rares qui a écrit en Espagne sur la décroissance. Et lui faisait partie du 15e, donc des indignés. Et quelques temps après l'élection au Parlement européen de Podemos, donc avant leur élection au gouvernement espagnol, il a rencontré beaucoup d'anciens du 15e qui sont revenus de Podemos et qui leur a demandé alors où en êtes-vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Enfin, on prépare des bulletins de vote, tout ça. Alors qu'avant, ils étaient impliqués quand même dans les quartiers. Ils avaient réussi à trouver une articulation dans les grandes villes parce que ça posait le problème de l'énormité d'une ville. Donc ils s'étaient répartis en quartiers et ils travaillaient par exemple pour la défense des gens qui sont jetés à la rue et tout ça. Donc ils avaient un travail social évident et net. Et là, ils revenaient découragés. Voilà, qu'est-ce que vous... Voilà, un peu. Et bien maintenant, c'est pas seulement eux, c'est que l'audience de Podemos est en train de chuter terriblement, étant donné qu'ils ne parlent plus de la caste, alors qu'avant, on n'arrêtait pas d'en parler, parce qu'eux-mêmes font partie de la caste. Le chalet de Pablo Iglesias, ça a fait un drame. Après, le fait que tous ceux qui étaient dissidents ont été mis de côté, balancés, voilà, il reste de Podemos, ils s'en chutent libres, quoi, voilà. Mais c'est une logique qu'on retrouve par ailleurs. On retrouve ça en 1979 lors des élections espagnoles, lorsque c'est ce qu'on appelle la transition. Le Parti socialiste ouvrier espagnol cherche des adhérents. Il va retrouver des leaders dans les mouvements, dans les quartiers. C'est le mouvement vecinales. Je ne sais pas comment on peut traduire, c'est les voisins, quoi, enfin les quartiers, quoi. Dans Barcelone, ils prennent donc ceux qui ont le plus d'influence et ils les incorporent dans le Parti socialiste. Et lorsque les gens, ceux qui restent, veulent se manifester, ils disent non, maintenant il faut plus se manifester, on est en démocratie maintenant, hein, quand même. Et donc le mouvement a chuté terriblement aussi, quoi. Chaque fois, si on prend les Verts allemands, c'est encore pire, quoi. Le plus fort mouvement qu'il y a eu en Europe après l'Espagne, mouvement autogestionnaire très puissant, antimilitariste, féministe, anticolonialiste, vraiment par excellence. Et bien il s'est vu aussi complètement nettoyé par les Verts, quoi. Ça a été aussi un désastre. Je peux m'attarder un peu plus, mais je pense qu'il y a d'autres questions sûrement qui sont intéressantes. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'avais une question justement sur la violence, non-violence collective d'avant. Quand on voit les expériences du zapatisme ou du Rojava, on voit quand même que ça s'est construit sur des armées de défense par rapport au capitalisme et au système existant. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire une société communalisme basée sur du municipalisme sans utiliser la violence et sans mettre en place une armée du coup, où justement on est quand même obligé d'avoir un pouvoir violent en face? Ouais, je pense que, par exemple, c'est intéressant le zapatisme, comment il s'est débrouillé. Il a essayé ils ont étudié une stratégie pendant 7 ans. Hein.
Je pense que nous devons faire pareil, c'est-à-dire qu'on doit étudier des stratégies. Ils ont étudié des stratégies de façon à être le moins violent possible dans leurs actions. Ils ont su doser les choses de façon... Il ne faut pas croire qu'au Rojava, les camarades qui sont là-bas et qui essayent de se défendre, c'est des violents, c'est pas vrai. Ils essayent d'utiliser la moindre... Parce qu'on sait qu'on n'est pas en rapport de force favorable pour... et je pense que nous, notre rôle, en fait, c'est de créer un pays dans le pays. C'est-à-dire, on va créer des institutions qui sont nôtres, mais parallèles à celles qui sont officielles, parce que les investir, c'est les officiels, c'est rentrer dans leur jeu. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit de créer un pays dans le pays, vraiment, et de creuser petit à petit, comme on fait la bourgeoisie par rapport à l'aristocratie. Hein, et petit à petit, à un moment donné, effectivement, bon, lorsqu'on aura créé nos coopératives, où on essayera de créer des espaces de non-valorisation de la valeur, c'est-à-dire où il n'y aura pas d'échange d'argent, où il y aura d'autres types d'échanges, peut-être des monnaies locales, je ne sais pas, je ne connais pas encore bien assez de monnaies locales, je peux le dire, mais il y a des choses, et bien petit à petit, on va créer cette société parallèle, et à un moment donné, il est vrai qu'à un moment donné, il y aura forcément... mais il faut se préparer à ça. Mais je veux dire, il faut le laisser au dernier moment. Il faut prendre des forces, il faut prendre du corps, il faut prendre du monde, il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit puissant, capable, de façon à pouvoir affronter. Est-ce que la violence institutionnalisée, qui est celle qu'on subit tous les jours, effectivement, je ne suis pas non-violent, mais je pense que la non-violence est une tactique souvent pour éviter, parce que quand on n'a pas le rapport de force favorable. Mais la non-violence peut servir à l'État aussi dans certaines formes. Oui, c'est pour ça qu'il faut étudier des stratégies et des tactiques. Je pense que c'est une question de rapport de force. Oui, merci pour votre exposé. Moi aussi, je suis séduit par le triptyque, démocratie, écologie... économie sociale que vous présentez, qui a l'air très harmonieux, qui donne envie d'aller vers cet horizon utopique. Mais il y a quand même quelques éléments sur lesquels je reste interrogatif, notamment sur la question de l'État. Vous avez évoqué l'État comme un ennemi systématique et un complice du capitalisme systématique. Mais j'ai le sentiment aussi que parfois l'État, c'est le garant des droits fondamentaux. Ici, moi je préfère être jugé sur les lois nationales que sur des lois locales. Est-ce que je serai jugé avec la même indépendance avec des lois locales? Comment vous gérez ça dans le municipalisme? Et comment vous gérez les contradictions dans un débat politique entre une autorité locale et des enjeux qui sont au-delà des autorités locales? On a aussi des lois sur l'écologie qui nous sont permises grâce à l'État français, grâce à l'Europe. Est-ce que ces éléments-là ne sont pas aussi des garanties sur le réchauffement climatique? On ne peut pas le régler évidemment à l'échelle d'une ville, les grandes problématiques sur les régulations énergétiques comme antinucléaire. Comment on régule ça? Et puis, dernier élément qui m'inquiète un peu, qui m'interroge beaucoup dans le discours, c'est que j'ai l'impression qu'on présente un système démocratique idéal et en même temps présente le projet politique qui va avec. Et je me dis, mais où est la place pour la discussion en fait? Est-ce que le citoyen il discute encore ou est-ce que finalement on a déjà réglé pour lui, le projet politique était le meilleur? Il y a plusieurs éléments là-dedans, effectivement, c'est quelque chose d'assez vaste pour répondre à la question. Je vais essayer de répondre donc à la première au départ. Est-ce que l'État nous garantit certaines garanties? Effectivement, face au capitalisme, l'État a encore certaines garanties qui ont été, soit le résultat des luttes, soit c'est souvent le résultat des luttes, il n'y a pas de doute, c'est un rapport de force. Donc l'État était obligé d'incorporer certains éléments pour contenter justement ces contestations. Donc il fallait effectivement... donc on n'est pas pour attaquer l'État. Nous, on n'est pas pour attaquer l'État. L'État, c'est une catégorie du capitalisme qui est inclus dans le capitalisme. C'est le capitalisme. Il est dedans, quoi. C'est un élément. Donc le capitalisme a besoin de l'État. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout comme le capitalisme a besoin de l'État, l'État a besoin du capitalisme, parce que sans la valorisation de la valeur, eh bien, il n'y a aucun État possible. L'État fonctionne avec de l'argent. Donc ils ont intérêt à favoriser les multinationales, ils ont intérêt à favoriser les entreprises pour qu'il y ait une rentrée d'argent. Alors, je vais prendre un exemple extrême. Je vais prendre par exemple, je devais intervenir dans un débat que finalement je ne suis pas allé, mais
organisé par le MOC. Le MOC en Belgique, c'est le mouvement des ouvriers chrétiens. Alors il m'a dit, tu fais attention, moi je suis assez partisan, c'est la personne qui m'a contacté, je suis assez partisane de vos thèses, des thèses de l'écologie sociale, mais attention parce qu'ils sont très attachés à l'État, les gens. C'est des gens de gauche, assez attachés à l'État. Donc, comment tu vas leur dire quand tu vas parler des retraites, quand tu vas parler de tout ça, quand même, la sécurité sociale, c'est quand même un acquis, on ne peut pas non plus jeter ça par-dessus bord. Effectivement, moi ça m'a posé des questions, je dis effectivement, dans un premier temps, il n'est pas question de jeter par-dessus bord, il faut même se défendre, il faut même empêcher que ces droits qu'on a acquis soient jetés par-dessus bord. C'est pas le moment de le faire. Je veux dire, on n'en est pas là. Mais il faut bien savoir une chose, c'est comme ceux qui sont partisans du revenu universel. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que pour les retraites, pour payer les retraites, ça ne se paye pas comme ça, je veux dire, c'est les ouvriers qui payent, mais c'est à travers le système, c'est tout le système capitaliste en fait. Si l'entreprise dans laquelle on est, elle n'est pas capable de faire une valorisation de la valeur suffisante, c'est-à-dire une valorisation monétaire de ce qu'elle produit, eh bien, les ouvriers ne pourront pas toucher suffisamment d'argent pour pouvoir payer leur retraite et leur sécurité sociale. Donc tout dépend, dans ce système, tout dépend de la valorisation de la valeur. Donc une entreprise, on sait ce qu'elle fait, elle cherche à baisser les coûts de production. Donc si elle ne peut pas le faire dans le pays où elle est, ben, elle va délocaliser pour trouver de la main-d'œuvre moins chère, ou alors elle va chercher des matières premières dans les pays où ça revient moins cher de le faire, en Amazonie par exemple, ou en Afrique. En Afrique c'est un lieu idéal pour ça. Voilà, parce que la Banque mondiale paye les États pour permettre des investissements. Donc c'est toute une logique qui est là-dedans, quoi, qui est pas... Moi, par exemple, Bookchin, il est à faveur du minimum irréductible, c'est-à-dire que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles ne puissent pas travailler, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient malades, toutes les personnes ont droit à un minimum irréductible. Ça, c'est ce qu'il y avait dans les sociétés pré-alphabétisées, sans vouloir les idéaliser. Je ne dis pas que c'est pour retourner là, hein, surtout pas. Mais je veux dire que... Donc, oui, tu vois que c'est vraiment un tout, quoi. L'État, on peut s'en passer parfaitement à partir du moment où on met un système de confédéralisme en marche. Pourquoi? Parce que le confédéralisme, en fait, ce qu'il fait, comme dans une ville, on ne rejette pas l'administration, on administre les choses, mais pas les êtres humains. Les êtres humains savent s'administrer eux-mêmes. Mais l'administration, c'est quelque chose qui est contrôlé par la communauté. La communauté, l'administration va faire ce que la communauté décide, c'est-à-dire ce que les assemblées de quartier vont décider, ce que les assemblées de la commune vont décider, ou du quartier de commune, ou de la section, comme on voudra lui parler. Et c'est cette mise en commun des décisions qui sont prises qui permettent justement au confédéralisme, qui permet de pouvoir, par exemple, faire une route entre Brest et Nîmes, supposons. Voilà, c'est l'ensemble. Mais la décision, elle va être prise à la base. Ça prend peut-être plus de temps, sans doute. Mais n'empêche que lorsque c'est décidé, eh bien, il y a des gens, c'est comme dans toutes les démocraties, c'est-à-dire une vraie démocratie comme il y a au temps des Grecs, eh bien, on chargeait les gens de faire quelque chose. Mais attention, on chargeait de faire quelque chose de bien concret. On ne votait pas quelqu'un pour un programme, on votait pour quelque chose de bien déterminé. Et si cette personne n'accomplissait pas ce qu'on lui avait dicté, il était zigouillé, c'est simple. Je veux dire, voilà, je ne veux pas dire qu'on va en revenir à ça, mais je veux dire par là que, effectivement, c'est tout à fait possible. Alors, le Conseil d'Aragon, par exemple, en Espagne, ou même les sections parisiennes dont je parlais tout à l'heure, tiens, il n'y avait pas de technologie à ce moment-là, il n'y avait que des chevaux. Et pourtant, ils ont réussi, 60 districts dans Paris, ils ont réussi à l'administrer pendant 2 ans. Donc, il ne faut pas croire que le confédéralisme n'est pas capable de se substituer à l'État. Il est tout à fait capable, dans ses fonctions, d'aller plus loin que la commune, justement. Et c'est la grande différence qu'il y a avec tous ceux qui sont pour le local, trop local. Voilà. Et puis, il y avait une autre question, c'était... Pardon. Le programme politique et le projet de débat. Ah oui, le programme politique, c'est en fait, le programme politique, c'est pas nous qui... Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui veux dire ce que doivent faire les gens. Non, on présente un modèle, on présente un schéma de fonctionnement. Parce qu'il nous semble intéressant, parce que
on l'a étudié à travers l'histoire et on s'aperçoit qu'en fait c'est celui qui est le plus efficient, le plus en accord avec nos fins, avec les fins qu'on a. Mais par exemple, le confédéralisme démocratique ou les zapatistes, si tu veux, ils n'imposent pas un modèle. C'est justement ce modèle c'est le seul modèle qui permet, partant de la base, que chacun s'exprime et chacun se réalise et chacune soit le garant des réalisations sociales et politiques. C'est ça qui est différent. C'est pour ça que dans le bouquin là, que j'ai écrit, je parle des communs et je parle de... C'est une praxis auto-instituante du communalisme. Enfin, le communalisme, c'est des praxis auto-instituantes des communs. C'est-à-dire comment... Mais c'est toujours à construire. C'est pas quelque chose qui est défini. C'est quelque chose qui est tout le temps en évolution, puisque les choses changent, puisque les gens aussi sont de plus en plus capables de faire les choses. Donc ça va bouger automatiquement. C'est vivant. C'est ce qui permet la vie. Mais en fait, quand on voit comment ça fonctionne, on se rend compte que ça fonctionne un peu comme les écosystèmes. Plus les écosystèmes sont différenciés, plus les écosystèmes sont reliés, et plus ils sont résilients et plus ils sont forts. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et après, bon, c'est vrai que dans un livre, comme ça, c'est très difficile. Dans un livre, c'est plus facile à voir. Il y avait une question par là. Où est-ce qu'elle circule? Ah, ça va pas plus loin. Là, je ne sais pas si ça va plus loin. Parce qu'elle s'est aussi. Comment vous pouvez venir à temps? Poser ma question, j'aimerais juste mettre un bémol sur ce que vous venez de dire. Parce que j'entends que... je voulais juste mettre un bémol sur ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, la Grèce n'était pas vraiment une démocratie, étant donné que tous les citoyens, tout le monde n'était pas citoyen. Oui, tous les citoyens pouvaient s'exprimer, mais il y avait quand même une bonne partie des gens de la population qui n'étaient pas citoyens. Ma question, c'est quelle est la place, du coup, quelle serait la place potentiellement du biomimétisme? Justement dans le communalisme. L'idée, c'est de s'inspirer de la nature pour produire. En fait, l'idée, c'est que par exemple en Normandie, on avait besoin de... Sur les plages du débarquement, par exemple, les soldats avaient besoin de transfusions et... c'est de s'inspirer de la nature et de ce qu'il peut y avoir dans le vivant pour produire derrière. Ça peut être utiliser des verres de sable ou le lait de coco pour reproduire... je ne sais pas quelle substance c'est, mais pour permettre des transfusions, par exemple. Plutôt que de créer du synthétique, du sang synthétique. C'est s'inspirer de la nature et aller la chercher là où elle est. Aujourd'hui, par exemple, la colle la plus forte du monde, elle vient des sécrétions des moules qui s'agglomèrent sur les bateaux. Et l'idée, c'est d'utiliser justement la production des moules pour produire une colle qui est hyper forte. Aujourd'hui, c'est une colle qui pourrait servir pour des césariennes et pour avoir des cicatrisations sans aucune trace dans le futur. C'est utilisé aujourd'hui dans des cliniques en Suisse pour notamment une ancienne Spice Girl qui a subi une césarienne pour ça, mais aujourd'hui elle n'a plus aucune trace. Ça pourrait être développé au grand public, mais aujourd'hui ça reste juste à la disposition d'une petite élite. Et du coup, quelle est la place du biomimétisme dans votre livre? Ouais, bon, par rapport à la Grèce, effectivement, tu as tout à fait raison. Moi, je n'ai parlé peut-être trop vite, évidemment, c'est un exposé. Hein, pas, la Grèce, comme disait Castoriadis, en fait, la Grèce, c'est pas un modèle. La Grèce, c'est un germe. Voilà. Et effectivement, dans la Grèce, je le dis, je le dénonce, et Pouchine n'a pas arrêté de le dénoncer, c'était un patriarcat, hein, c'est une société patriarcale, et en plus, il y avait des esclaves. Et c'est grâce à ces esclaves qui étaient utilisés comme une technologie qu'ils ont pu développer la démocratie et qu'ils ont pu développer tous les arts comme ils l'ont fait. C'est clair, je veux dire. Mais ça n'échappait pas à tout ce qu'il y avait tout autour. Je veux dire, toutes les sociétés autour étaient pareilles.
tout à fait vrai, par exemple, de le faire remarquer. Et par rapport à ce que tu as dit du biomimétisme, enfin, moi personnellement, je n'ai pas réfléchi à la question, mais je vois pas en quoi ça pourrait être un inconvénient. Non, je pense que c'est sans doute très intéressant, ça évite d'autres intervenants, par exemple, tu parles des césariennes ou n'importe, ça peut éviter beaucoup d'autres problèmes, je pense que c'est intéressant, donc je pense qu'il faut justement ne pas fermer à la science, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut avec, quoi. Si la science elle sert pour la rationalisation de la production capitaliste, ou si elle sert effectivement à l'humain. Voilà, c'est ça la différence. Oui, moi je voulais pas poser une question, mais partager des réflexions. Par exemple, ça peut être par rapport à ce que tu viens de dire, pour moi c'est une forme de technologie ce que tu dis. Vous m'entendez là? Ok. Donc, pour moi, j'ai lu Bookchin, en fait, il parle de technologie libératrice, dans le sens où il faut que la technologie soit appropriable par les groupes, en fait, et non pas par la production capitaliste industrielle. Et donc, par exemple, on peut parler de technologie libre, comme le logiciel libre, par exemple, et on peut s'approprier la chose. Donc, si c'est une technologie qui a but capitaliste, par exemple, pour faire du capitalisme vert, pour moi ça sert à rien, parce qu'on retombe dans les mêmes schémas. Mais si c'est pour s'émanciper et maîtriser la chose, je pense que voilà. Yves English qui parle du petit convivial aussi, je pense que c'est la même chose. Je sais pas, j'ai envie de partager plein de trucs moi, mais je ne veux pas monopoliser. J'aimerais bien parler aussi par rapport au local et au global. Je trouve que c'est une réflexion intéressante. Moi je partage le constat de l'étatisme du capital, mais j'ai pas toutes les solutions. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à... Moi, ce que je comprends du municipalisme, de l'écologie sociale, c'est que c'est des gens qui se regroupent là où ils vivent, en fait. Des gens qui se regroupent par vallée, par village, par quartier, à échelle humaine, on va dire, qui se regroupent là où ils sont, qui décident de leurs besoins, de leurs... Ensuite, par exemple, ça peut être des coopératives d'énergie, par exemple. S'il y a de l'hydraulique sur le lieu, s'il y a du solaire, ça peut être de l'éolien, etc. C'est justement des technologies qui aident les gens qui s'en servent, quoi, tout simplement. Et je pense que ça s'organise au niveau national, même si c'est pas le mot, mais le terme de confédéralisme, je l'entends. Ça peut être des... Moi, j'entends aussi des biorégions, par exemple. Ce qu'ils appellent les biorégions, c'est des régions définies par des limites géographiques. Ça peut être des montagnes, des rivières, etc. Et ça inclut les sociétés humaines aussi, la culture humaine. Et donc on peut avoir ces échelles-là, par exemple. Et au niveau global, c'est clair qu'il nous faut des normes, on va dire, globales, s'entendre sur des choses. Le réchauffement climatique, il est clairement global, on ne peut pas le gérer au niveau local. Donc voilà, c'est plus des réflexions. J'ai aussi, par exemple, par rapport à la présentation, j'ai aussi des commentaires. Par exemple, sur le fait de séparer les natures, ça je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que je pense qu'il y a une seule nature et qu'on est dedans. En fait, la nature, c'est une construction. On imagine que c'est tout ce qui n'est pas humain, la nature. Alors qu'on fait partie intégrante. Et c'est une grande problématique aujourd'hui, c'est qu'on dit moi j'aime bien la nature, j'aime bien protéger la nature, mais on est la nature qui se défend. Et aussi au rapport, tu en as parlé, au rapport aux autres mouvements qui sont la dipécologie, le biocentrisme. Biocentrisme par exemple. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le biocentrisme par exemple, mais pour résumer, l'anthropocentrisme c'est le fait qu'on pense que de manière humaine, uniquement humaine, dans notre mode d'organisation. Le biocentrisme, ça défend la vie,
mais la vie au sens individuel, on va dire. Et il y a une troisième voie, c'est l'écocentrisme. Je pense que Bookchin n'en a pas parlé, mais il y a des gens aujourd'hui qui théorisent ça. Et finalement, c'est une attention sur l'écosystème, sur l'ensemble du système, avec l'humain inclus. Et non pas sur des petits individus. Ça veut dire que c'est tout un système qui fonctionne ensemble, qu'il faut sauver. Et l'humain inclus, encore une fois. Donc, c'est ni de l'anthropocentrisme, ni du biocentrisme. Et voilà, il y a des notions comme ça. Moi ce qui m'interroge, c'est comment, ça rejoint un peu cette question, comment appliquer l'écologie sociale dans un monde capitaliste, dans un monde, dans notre monde à nous. C'est la plus question. Parce que c'est facile au Rojava ou c'est facile. C'est plus facile, je veux dire, dans un environnement où il n'y a pas d'État, où il n'y a rien, de tout créer. Mais ici, il y a déjà un État, il y a déjà un fonctionnement, il y a déjà. Donc, voilà, moi, ma question c'est plus comment est-ce que c'est des poches anticapitalistes, comme on a vu en Espagne, des coopératives intégrales, ce genre de choses. Ou est-ce que c'est une révolution? Ça, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut agir au niveau local et global. Et, voilà. Pour répondre, je pense que bon, c'est tout l'enjeu, que comment on va faire, tout ça, c'est tout l'enjeu. J'ai donné quelques pistes. Je pense que c'est justement ces poches, il faut les relier entre elles, sinon et créer un mouvement. C'est ça le mouvement en fait. Le mouvement, c'est quoi? C'est une culture différente. C'est des réalisations qui vont dans un but bien déterminé. Voilà, c'est ça le mouvement en fait. En ayant connaissance de nos capacités, en ayant confiance en nous-mêmes, en ayant des convictions. Voilà, c'est ça. Et ça ne veut pas dire du dogmatisme, ça veut dire que dans nos critères, il faut choisir les meilleures façons de faire. Et voilà, quand tu parles de ne pas différencier les deux natures, moi je pense que c'est une utilité quand même. Je pense qu'on justement, parce que si on commence à dire tout est pareil, à ce moment-là, on ne voit pas les différences qu'il peut y avoir et on n'agit pas de la même façon avec la nature qu'on agit à l'intérieur d'une société. C'est la société qui agit dans la nature. Donc il faut travailler sur la société pour pouvoir agir sur la nature, même sur la première, enfin je parle de deuxième nature et de première nature. Donc c'est bien une nature, effectivement. Le tout est une nature. Et on est dans la biosphère, et tout ce qui est dans la biosphère est nature. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quant à la technologie, justement, c'est intéressant parce que Bookchin, il parle de matrice sociale de la technologie. La nécessité d'avoir une matrice sociale. Donc c'est bien des décisions en fonction des vrais besoins que l'on a. Donc il faut d'économiser l'esprit aussi par rapport à ça. Et choisir dans la technologie qu'est-ce qui peut nous être utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est polluant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Trop polluant, ou pas. Moi j'avais une question. On voit que le capitalisme apparaît à la fin du Moyen-Âge, notamment avec le mouvement des enclosures. Est-ce que la commune du Moyen-Âge, donc est basée plutôt sur la gestion des communs, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de communalisme? C'est un embryon en fait de communalisme. On voit si on regarde dans l'histoire, à travers l'histoire, ça a toujours été, l'histoire, ça a toujours été dans les tentatives d'émancipation, ça a été toujours le retour à la mère terre. C'est-à-dire amarji par exemple, c'est un mot qui signifie liberté. On a trouvé ça dans des tablettes cunéiformes dans le pays de Sumer, et ça voulait dire retour à la terre, à la mère terre, quoi. Retour aux formes anciennes de communauté. Mais à chaque fois qu'il y a eu ce retour, il y a eu aussi la bonne chose, et c'est ça la dialectique, c'est qu'on a pris du monde de nouveau qui s'est écroulé, on a pris des bonnes choses. C'est comme par exemple dans la police grecque est apparu l'étranger est devenu quelqu'un qui pouvait faire partie de la société dans laquelle on était, alors que les sociétés traditionnelles, si tu veux, l'être humain c'était cette communauté, mais les autres ne l'étaient pas. Donc effectivement on trouve tout le long, on trouve des embryons. Le communalisme, qu'est-ce qui se passe avec le communalisme? C'est qu'il y a une dimension internationaliste, quoi. Indispensable. Surtout maintenant.
Je veux dire, mais peut-être que toute cette évolution qu'on a eue a permis de mieux comprendre cette nécessité absolue d'avoir un monde où il y a plein de monde dedans, quoi. Enfin, je pense que cette mosaïque de peuple dont parlait Bookchin, qui a été repris par une femme du Rojava, lorsqu'on lui a demandé comment ça allait, et elle a dit si les Turcs attaquent, moi je suis du côté des Kurdes, parce qu'ils m'ont permis justement, ils ont permis un monde, une mosaïque de peuple, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une mosaïque de peuple, une mosaïque de croyances, et tout c'était là, et tout le monde pouvait s'exprimer, quoi. Et c'est ça l'avantage du communalisme, c'est qu'on ne renonce pas à sa propre identité, à sa propre être. Et on collabore avec les autres en les respectant, parce qu'on sait que c'est ça qui fait la richesse d'un peuple. C'est les différences. Plus on est différent et plus on est riche. Et la différence, c'est pas la domination, non. La différence, ça permet de s'enrichir les uns les autres. Oui, je voulais poser une question pour être un peu plus concrète, parce qu'effectivement, c'est très bien tout ce que vous dites. Aujourd'hui, bon, je parle aussi parce que je suis dans le collectif Alternativa. Le collectif Alternativa, donc, qui propose des alternatives. Donc, on sait comment changer notre société, parce que changer le système, pas le climat. Mais il me semble que par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, pourquoi ne pensons-nous pas d'abord aux gens exclus de la société, parce que ces gens-là sont vraiment très proches des solutions, parce qu'ils les expérimentent tous les jours. Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à nous décloisonner, parce qu'on est trop encore bobo entre parenthèses. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un phénomène aussi qui est fondamental, qui me semble que vous repreniez aussi dans le communalisme, qui est l'écoféminisme, parce qu'à travers le monde, il y a beaucoup de choses qui sont sauvées, parce que ce sont des femmes qui le prennent en main. Parce que si d'ailleurs les Gilets jaunes c'est un mouvement qui dure, c'est parce qu'il y a des femmes. Donc il faut rappeler que la révolution, même quand elle s'est faite en France, eh bien, c'est parti aussi des femmes. Donc il faut quand même le dire, parce qu'on est quand même dans une société qui est masculine et vraiment patriarcale. Donc il faut quand même penser égalité et par rapport aux femmes, parce que ce sont les premières discriminées, c'est aussi penser à un autre monde, parce qu'effectivement ça fout en l'air le capitalisme, parce que lui le capitalisme il est basé sur ça, et donc effectivement il me semble de parler ça, c'est important, il me semble. Très bien, d'accord, d'accord. Seulement le capitalisme c'est beaucoup plus que ça encore, hein. C'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça encore. J'ai pas dit que ça, je parle des exclus. Non, mais d'accord, tout à fait d'accord, hein. C'est ça aussi l'avantage des Gilets jaunes, c'est ça aussi, c'est une manifestation des exclus. Petit à petit, il y aura plus d'exclus, parce que le capitalisme n'a plus besoin des gens. Il y en a de trop. Avec l'automatisation, la main-d'œuvre est de trop. Alors, et puis c'est chiant les main-d'œuvre, parce que ça proteste, ça fait la grève, alors que les robots, non. Donc, vous voyez que petit à petit, il y aura plus d'exclus, quoi. Et c'est ce qui se passe avec les 6 personnes qui meurent par jour en traversant la Méditerranée. Voilà, c'est des exclus, ça. Et on ne les veut pas. Je voulais juste rajouter un petit mot, parce qu'en fait, je ne vous ai pas parlé, mais il y a pas mal de livres qui sont édités actuellement autour de Bookchin. De plus en plus, il y a un engouement pour les thèses de Bookchin, peut-être à partir du Rojava. Et en fait, vous pouvez trouver pas mal d'informations et des articles que j'ai écrits dans écologiesociale.ch. Et puis, pour les rencontres de Belgique, vous avez écologiesociale.be.